Chers collègues, je prends la parole en tant que porte-parole du C46. Loi modifiant la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la loi sur l'impôt sur le revenu. La loi sur l'allègement du coût de la vie, comme on connaît le texte. Ce projet de loi autorise deux initiatives qu'on retrouve dans le budget de 2023. Le projet de loi modifie la loi sur les arrangements fiscaux afin de verser aux provinces et territoires un paiement unique de 2 milliards de dollars pour les soins de santé. D'autre part, il met en œuvre les 2,5 milliards de dollars, qui est un paiement unique versé à 11 millions de Canadiens à faible revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. L'initiative de 2 millions de dollars découle d'une annonce faite par le gouvernement en février. Le gouvernement a alors promis d'augmenter le financement destiné aux provinces et aux territoires pour les soins de santé de 196 milliards sur une période de 10 ans. 46 milliards seraient de nouveaux fonds. Et ce financement devrait inclure 2 milliards de dollars en vertu du transfert canadien en matière de santé pour répondre aux pressions immédiates s'exerçant sur le système de la santé, plus particulièrement au niveau des hôpitaux pédiatriques et des salles d'urgence et pour atténuer les longs temps d'attente. Le C46 modifie la loi sur les arrangements fiscaux pour autoriser ce paiement de 2 milliards de dollars. Dans le budget 2023, le gouvernement a annoncé un remboursement qui serait accordé par le biais du crédit de taxe sur les produits et services. Les familles et les particuliers qui ont droit au crédit verront leur paiement de janvier triplé, ce qui va représenter 6 mois de leur paiement du crédit pour la TPS. Le montant maximum sera de 153 dollars par adulte, 81 par enfant et 81 pour les célibataires. En moyenne, ça représente 467 dollars de plus pour les couples admissibles ayant 2 enfants, 234 dollars pour les Canadiens célibataires sans enfants et 225 dollars pour les personnes âgées. Le C46 a introduit les modifications nécessaires pour permettre ce paiement. Si vous avez l'impression de déjà avoir entendu cette histoire, je vous rassure, ce n'est pas le fruit de votre imagination. En effet, le 20 septembre dernier, le gouvernement a déposé le C30, la loi sur l'allègement du coût de la vie numéro 1. En grande pompe, le gouvernement a annoncé que le projet de loi rendrait la vie plus abordable pour le bien des Canadiens. Comment est-ce que le gouvernement avait l'intention d'agir? En accordant un crédit de taxe sur la TPS qui équivaudrait à 6 mois de leur crédit de la taxe sur la TPS, à savoir l'équivalent de 467 dollars pour une famille avec 2 enfants. C'est précisément ce qu'on voit dans ce texte de loi. Si vous regardez l'article 2 du projet de loi C30 et que vous comparez avec l'article 3 du projet de loi C46, qui nous intéresse aujourd'hui, vous découvrirez que les deux sont pratiquement identiques. Le gouvernement a tout simplement copié-collé avec quelques petits ajustements. La loi numéro 1 sur l'allègement du coût de la vie a permis à 11 millions de personnes de recevoir un chèque équivalent à 6 mois de leur crédit d'impôt pour la TPS, en fonction de ce qu'ils avaient déclaré en 2021. Et maintenant, la loi sur l'allègement du coût de la vie numéro 3 va permettre à 11 millions de personnes de recevoir un chèque équivalent à 6 mois de leur crédit d'impôt pour la TPS en fonction de leur déclaration de 2021. Chers collègues, ne pensez surtout pas que le gouvernement manque de créativité. Ce n'est pas parce que les prestations ont l'air d'être identiques qu'elles le sont.
En fait, elles sont très différentes. La prestation prévue en vertu du C30 était un allègement fiscal, alors que ce paiement-ci est un remboursement pour les prix élevés des aliments. D'après le gouvernement, il s'agit de deux initiatives très différentes. Mais si vous n'arrivez pas à voir la différence, ne désespérez pas, vous n'êtes pas seul. Toute ma vie, je me suis dit que si ça ressemble à un canard et ça marche comme un canard, ça doit être un canard. Par contre, j'apprends, grâce à ce gouvernement, que ce n'est pas toujours le cas. Le gouvernement prétend qu'il s'agit d'une remise pour le coût élevé des aliments, même s'il n'y a pas de lien avec les dépenses. Et même si on n'a pas besoin de s'acheter à manger avec l'argent, on n'a même pas besoin de montrer de reçu, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas d'une remise. Ça n'a rien à voir avec l'épicerie, en fait. Mais le gouvernement a choisi de parler de remise pour alléger le coût de l'alimentation. C'est un canard qui ne peut pas nager, ni se dandiner, ni cancaner. Il n'a ni plumes, ni pattes palmées, ni bec. Il ne ressemble pas à un canard, ne fait pas le bruit d'un canard, ne marche pas comme un canard. Pourtant, le gouvernement insiste qu'il s'agit d'un canard. Cela me pose un sérieux problème pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le premier ministre a fait preuve à plusieurs reprises d'un mépris et de la responsabilité lorsqu'il s'agit d'envoyer des chèques à des personnes. Nous l'avons vu lors de la pandémie de COVID. Le gouvernement a fourni une aide indispensable sous la forme de divers paiements, mais il a ensuite rechigné à s'assurer que l'argent parvenait bien aux personnes qui en avaient besoin. Il a dit en substance, « Envoyez les chèques et nous nous occuperons de la corruption plus tard. » Mais il ne s'en est jamais occupé. Au lieu de cela, les contribuables ont été escroqués de milliards de dollars que le gouvernement n'a pas pris la peine d'essayer de recouvrer. Le premier ministre ne cesse de montrer son mépris pour l'utilisation responsable et efficace de l'argent des contribuables. Il semble s'enorgueillir d'ouvrir le robinet des dépenses aussi grand que possible, aussi souvent qu'il le peut, sans se soucier de la destination de l'argent. C'est comme s'il n'en avait rien à faire. Mais l'autre problème que je rencontre avec ce remboursement d'épicerie, c'est qu'il est manifestement trompeur. S'il s'agit d'un remboursement, le PMI doit être justifié par des reçus. Et si les reçus ne sont pas exigés, alors n'appelez pas ça un remboursement. Appelez-le ce que c'est, une remise d'impôt. Hier, lors de la réunion du Comité des finances nationales du Sénat, le sénateur Carignan a interrogé le directeur parlementaire du budget à ce sujet, et voici ce que le DPB a dit. Il ne fait aucun doute que les chèques envoyés aux personnes en fonction de leurs revenus, de leur situation familiale, ne doivent pas être basés sur des types de dépenses particulières. Il n'y a donc pas de lien direct avec les dépenses d'épicerie et les jeunes qui vivent avec leurs parents peuvent recevoir ce chèque sans pour autant faire des courses. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi ce gouvernement a-t-il tant de mal à être transparent et à dire la vérité? Il y a une forte tendance à dire ouvertement des contre-vérités ou à déformer intentionnellement la réalité. Je ne suis pas sûr que l'on puisse faire tenir une feuille de papier entre les deux. Ce n'est pas ainsi. Mais je ne veux pas offenser des sénateurs en disant ce que je pense à ce sujet, surtout après la décision rendue hier. Chers collègues, ce n'est pas ici que l'on dirige un gouvernement responsable. Mais il y a aussi une autre tendance avec ce gouvernement. Moins d'un mois après l'annonce de la loi numéro 1 sur l'allègement du coût de la vie, nous avons débattu d'un autre projet de loi intitulé Loi numéro 2 sur l'allègement du coût de la vie. Ce projet de loi introduisait l'indemnité dentaire et l'indemnité de logement locatif. L'indemnité dentaire s'élevait à 650 $ par an et l'indemnité de logement à 500 $.
Lorsque le gouvernement a annoncé la mesure la plus récente, la loi numéro 3 sur l'allègement du coût de la vie, le National Post a publié un titre qui résumait bien la situation. La dépendance des libéraux a réglé des problèmes complexes avec des chèques de 500 $. L'article disait, pour la troisième fois en 12 mois, le gouvernement Trudeau prendra un problème politique complexe et tentera de le résoudre à l'aide d'un chèque unique de 500 $. Chers collègues, nous sommes favorables à l'idée de remettre de l'argent dans les poches des personnes qui travaillent dur et qui l'ont gagné en premier lieu. Mais ce que nous ne soutenons pas, ce sont les terribles politiques gouvernementales qui ont mis tant de Canadiens dans une situation financière difficile. Ce n'est un secret pour personne que les dépenses inflationnistes du premier ministre ont fait grimper en flèche le prix de tous les produits et rendu la vie de plus en plus inabordable. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi élevés depuis des décennies. Les familles qui ont acheté une maison typique il y a 5 ans, avec un prêt hypothécaire typique qui doit maintenant être renouvelé, paieront 7 000 $ de plus par an. Les chèques de paie ne vont plus aussi loin qu'avant. Les Canadiens réduisent leur choix alimentaire. Les mères mettent de l'eau dans le lait de leurs enfants parce qu'elles ne peuvent pas se permettre une inflation annuelle des denrées alimentaires de 10 %. Les personnes âgées n'ont pas les moyens de chauffer leur maison. Le prix des logements a doublé depuis 2015, si bien que les jeunes de 35 ans vivent dans les sous-sols de leurs parents. Selon Bloomberg, le Canada possède la deuxième bulle immobilière la plus gonflée au monde. L'utilisation des banques alimentaires n'a jamais été aussi importante. Selon des chiffres récents, les banques alimentaires et d'autres programmes liés à l'alimentation à travers le Canada ont servi plus de 5 millions de personnes par mois l'année dernière. Ce chiffre devrait atteindre plus de 8 millions de personnes par mois en 2023, soit une augmentation d'environ 60 %. Pourtant, malgré ces difficultés, la réponse du premier ministre a été de hausser les épaules et d'augmenter encore une fois la taxe sur le carbone, en dépit du fait que le directeur parlementaire du budget a noté que la taxe coûtera à la famille moyenne entre 402 et 847 $ en 2023, même en tenant compte des remises. La vérité, c'est que ce soi-disant rabais remboursement à l'épicerie sera loin de couvrir la hausse du coût de la nourriture que la politique fiscale de Justin Trudeau alimente. Le rapport canadien sur le prix des aliments 2023 prévoit qu'une famille de 4 personnes dépensera jusqu'à 1 065 $ de plus pour l'alimentation cette année, soit 598 $ de plus que le remboursement de 467 $ qu'elle recevra. En outre, comme je l'ai fait remarquer lors de mon intervention sur la loi numéro 1 relative à l'allègement du coût de la vie, ce projet de loi n'aide pas les gens autant que le gouvernement le laisse entendre. Tout d'abord, vous devez comprendre que cet argent est destiné uniquement aux personnes qui bénéficieraient normalement du crédit pour la TPS. Si vous ne remplissez pas de déclaration de revenus, vous n'aurez pas droit à ce crédit. Cela signifie que de nombreuses personnes qui en ont plus besoin n'en bénéficieront pas. Deuxièmement, comme l'a souligné Statistique Canada dans le passé, étant donné que le bien-être économique d'une personne dépend également du revenu familial plutôt que du seul revenu personnel, les personnes qui ont droit au crédit pour la TPS ne sont pas nécessairement désavantagées. C'est le cas, par exemple, d'un jeune adulte vivant avec ses parents et travaillant en temps partiel dans un emploi mal rémunéré. La majorité des bénéficiaires sont issus de familles à revenus multiples ou de familles comptant plus d'un bénéficiaire, par exemple, un enfant et un autre membre de la famille du principal bénéficiaire vivant dans la même famille. En d'autres termes, comme je l'ai déjà dit,
Ne pensez pas un seul instant que le déploiement de cet argent se fait avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas le cas. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que le programme de crédit d'impôt pour la TPS a été conçu pour être un remboursement des dépenses liées à la TPS et non une sorte d'outil de réduction du coût de la vie. L'utilisation du crédit d'impôt pour la TPS de cette manière est un instrument brutal qui n'aboutira pas nécessairement à ce que les personnes aux revenus les plus faibles reçoivent les montants les plus élevés. Par exemple, les 9 millions de bénéficiaires célibataires sans enfants ne recevront que le montant de base de 306 $. Mais si vous gagnez plus de 9 900 $ par année, vous recevrez 2 % de chaque dollar gagné en plus de ce montant jusqu'à un maximum de 161 $ supplémentaires. Concrètement, cela signifie qu'un célibataire gagnant un peu moins de 10 000 $ par an recevra 154 $ en vertu de ce projet de loi, tandis qu'un célibataire gagnant 2 fois plus recevra 234 $, soit 52 % de plus. En ce qui concerne le remboursement de la TPS, le programme est logique car les personnes ayant des revenus plus élevés paient plus de TPS. Mais pour une mesure censée apporter un allègement fiscal ciblé à ceux qui en ont plus besoin, il s'agit d'un programme mal conçu. Chers collègues, ce gouvernement est très doué pour créer des problèmes et prétendre ensuite les résoudre. Il ressemble beaucoup à un pyromane en série qui se présente de temps en temps devant un incendie qu'il a allumé avec quelques seaux d'eau en prétendant être un héros. Je pense que les Canadiens n'y croient plus. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'autre partie de ce projet de loi est la modification de la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'autoriser un paiement de 2 milliards de dollars aux provinces. Encore une fois, si vous avez une impression de déjà-vu, c'est probablement parce qu'en juin dernier, nous débattions du projet de loi C-19, la loi d'exécution du budget 2022, numéro 1. La section 6 de la partie 5 de ce projet de loi a modifié la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'autoriser un paiement de 2 milliards de dollars aux provinces pour les soins de santé. Chers collègues, les provinces ont désespérément besoin de cet argent car sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, notre système de santé s'est effondré. La pénurie de personnel de santé s'aggrave. Des millions de Canadiens ne trouvent pas de médecin de famille. Et un de ces Canadiens m'a envoyé un courriel. Et il ne reste pas loin de chez moi. Et il a dit qu'il avait perdu son médecin de famille et il n'en trouvait pas d'autre. D'après l'Association médicale canadienne, il y a quelques mois, elle a dit que notre système est en train de s'effondrer. L'accord que ce gouvernement a conclu avec les provinces en février de cette année est indispensable, mais ne vous y trompez pas. Il s'agit d'un strict minimum. Et bien que ce paiement initial de 2 milliards de dollars semble être une somme importante, il ne va pas très loin si on le divise en 10 provinces et 3 territoires. Par exemple, les dépenses de santé publique de l'île du Prince-Édouard s'élèvent à plus d'1 demi-milliard de dollars cette année. L'île du Prince-Édouard recevra 8,7 millions de dollars de la cagnotte de 2 milliards de dollars. Le Yukon prévoit dépenser 589 millions de dollars pour la santé et les services sociaux cette année. Il recevra un peu moins de 2,3 millions de dollars au titre de ce projet de loi. La Manitoba a prévu un budget de 7,9 milliards de dollars pour les soins de santé cette année et recevra un peu plus de 72 millions de dollars, soit moins d'1% de son budget annuel. Ne vous méprenez pas, les provinces sont heureuses de recevoir ce soutien. Mais je tiens à souligner que ce paiement équivaut à un seau d'eau sur un gros incendie. Je vous suggère de garder vos applaudissements pour quelque chose de plus substantiel. Le fait est qu'il faut faire beaucoup plus pour résoudre la crise des soins de santé. Il est devenu très clair que ce gouvernement libéral n'est pas à la hauteur de la tâche.
Je tiens toutefois à souligner que si le gouvernement ne propose pas une solution rapide au projet de loi C-47, les provinces recevront 4 milliards de dollars au lieu de 2 milliards de dollars. Le remboursement des frais d'épicerie sera doublé. C'est parce que le projet de loi C-46 est essentiellement un copier-coller du projet de loi C-47. Le remboursement des frais d'épicerie figure à l'article 29 du projet de loi C-47 et le transfert fédéral-provincial à l'article 242. Ce chevauchement pose un problème parce qu'il n'y a pas de coordination des amendements entre les deux projets de loi. Cette question a été soulevée par le Comité des finances de la Chambre des communes la semaine dernière et par notre Comité des finances nationales hier. Ainsi, nous voici une fois de plus en train d'adopter à la hâte un projet de loi que le gouvernement déjà on nous dit le gouvernement va résoudre le problème. Mais encore une fois, on est en train d'adopter à la hâte un projet de loi que le gouvernement a soudainement mis au point à la dernière heure. C'est comme s'il s'était réveillé et avait réalisé que le prix des produits alimentaires avait augmenté et qu'il s'était démené pendant la nuit pour mettre au point quelque chose. Mais même cela n'a pas de sens, car le remboursement d'épicerie et le transfert santé aux provinces ont été inclus dans le document budgétaire. Ce qui signifie qu'ils sont dans la ligne de mire du gouvernement depuis un certain temps. Ainsi, même si le projet de loi est dans leur collimateur depuis un certain temps, ils se retrouvent à se démener pour élaborer le projet de loi, puis à le faire passer à toute vitesse dans l'autre endroit, sans débat ni examen en comité, et à attendre de nous que nous l'accélérions également, avec tous ses défauts. Je pourrais continuer longtemps, mais permettez-moi de faire une dernière brève remarque. Si vous ouvrez le projet de loi C-46, que vous regardez la page intérieure de la couverture, vous trouvez ce que l'on appelle la recommandation royale. Les recommandations royales doivent être incluses dans le projet de loi des finances que ces dépenses n'ont pas été prévues dans le budget des dépenses. Nous venons d'examiner le budget supplémentaire C, le budget principal. Le fait que le projet de loi C-46 contienne une recommandation royale signifie qu'aucune de ces deux dépenses n'était prévue au moment de l'élaboration du budget. Apparemment, en fait, normalement, je serais désespéré, mais je sais qu'un gouvernement conservateur, dirigé par Pierre Poilievre, travaillera sans relâche avec nos provinces pour s'attaquer aux problèmes critiques auxquels nous sommes confrontés afin de trouver et de mettre en œuvre de vraies solutions. Les dispositions de ce projet de loi sont nécessaires et nous les soutiendrons, comme l'ont fait nos collègues de la Chambre des communes. Mais ne vous y trompez pas, c'est l'incompétence de ce gouvernement qui nous a conduits dans la situation malheureuse où nous nous trouvons aujourd'hui, où le gouvernement cherche désespérément des solutions aux problèmes qu'il a créés. Et pour ne rien arranger, il est clair que le gouvernement est à court d'idées et qu'il se contente de recycler les anciennes idées. C'est regrettable et les Canadiens en paient le prix. Mais en juger par les derniers sondages, je crois que les Canadiens sont impatients de rectifier cette situation dès que le premier ministre leur en donnera l'occasion, qu'il aura le courage d'aller en élection générale. Et à mon avis, le plus tôt sera le mieux, car entre-temps, la maison brûle toujours et le premier ministre continue de jouer du violon. Merci.